Bienvenue dans le débat consacré à la situation au Proche-Orient, à Gaza, où Israël reconnaît une perte de contrôle momentanée lors d'une distribution d'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne. Les images de ces milliers de Palestiniens se ruant sur un centre d'aide à Rafah ont été qualifiées de déchirantes par le porte-parole du secrétaire général de l'ONU. La distribution chaotique a fait 47 blessés. L'armée israélienne, elle, dément avoir ouvert le feu sur la foule. L'organisation, la GHF, soutenue par les États-Unis et controversée, a annoncé poursuivre ses opérations de livraison de nourriture à Gaza après avoir dit qu'elle les avait suspendues. Elle prévoit d'engager des sociétés de sécurité privées américaines. Dans la bande de Gaza, les frappes israéliennes ont fait 16 morts selon le Hamas. Et en Israël, l'appel du Forum des familles, des centaines de personnes ont commencé à se réunir à des carrefours à 6h29 ce matin, heure à laquelle avait commencé l'attaque du Hamas le 7 octobre. Par ailleurs, Benyamin Netanyahou a annoncé la mort de Mohamed Sinwar, le chef du Hamas présumé dans la bande de Gaza, le frère de Yahya Sinwar. Il dit qu'une frappe de l'armée israélienne menée le 13 mai à Khan Younes. On va revenir sur la situation à Gaza donc, et sur cette fameuse GHF, ce nouveau mécanisme d'aide alimentaire sous l'égide des États-Unis. De quoi s'agit-il? Quel est leur plan d'aide? Et quels sont les risques pour la population? Est-ce plus de chaos? Que veut finalement Netanyahou avec cette nouvelle organisation? On va évoquer aussi la société israélienne alors que des voix s'élèvent contre la politique de Netanyahou. Jusqu'où ira le Premier ministre israélien? On en parle avec mes invités. Rina Bassiste est avec nous ce soir. Bonsoir Rina, journaliste, correspondante pour la radio RCJ à Paris, rédactrice pour le journal américain Al Monitor, également ancienne diplomate israélienne. Merci d'être là. En face de vous, Jadila est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes écrivain, docteur et chercheur en philosophie et littérature, enseignant à Villeneuve-la-Garenne. Vous êtes franco-libanais d'origine palestinienne. Votre roman, Le caprice de vivre, est paru chez Elisade. Bienvenue. Alexandre Chatillon est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'ONG Supernova. Vous étiez à Gaza en mars et en juillet 2024. Alexandre Chatillon, vous deviez y retourner en mars dernier, mais là, vous avez été refoulé à la frontière par l'armée israélienne. Mais vous avez une équipe à Gaza, une équipe d'ailleurs qui soutient les femmes et les enfants. Donc évidemment, vous allez nous évoquer les situations humanitaires sur place. Adel Bakawan est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa. La décomposition du Moyen-Orient, c'est sorti chez Talandier. Vous êtes aussi chercheur associé à l'IFRI. Ofer Bronstein est avec nous ce soir. Bonsoir, président du Forum international pour la paix, chargé de mission par Emmanuel Macron pour le rapprochement israélo-palestinien, notamment cette conférence que vous préparez sur la société civile les 12 et 13 juin à Paris, qui doit rassembler des personnalités israéliennes et palestiniennes. Bienvenue à vous. Bonsoir. L'armée israélienne a donc démenti avoir ouvert le feu sur cette foule en marge de cette distribution organisée à Rafah, dans le sud de Gaza hier. L'ONU, quant à elle, dénonce des obstacles ahurissants imposés, selon elle, par Israël. Un plan d'aide est porté par cette fondation, une fondation humanitaire pour Gaza, le GHF, une organisation basée à Genève. On fait d'abord un point en images avec nos confrères de France 2. Par milliers, ils se ruent sur un centre de distribution de vivres à Gaza. Des hommes, des femmes, des enfants affamés qui courent et enjambent des barrières arrachées avec pour objectif de récupérer l'un de ces cartons. Dans le chaos, une personne est morte, 48 autres sont blessés, d'après l'ONU, à cause notamment de balles tirées par l'armée israélienne. Au départ, c'était ordonné, mais à cause de la foule, les organisateurs ont permis aux gens de se précipiter et prendre tout ce qu'ils pouvaient. Les terrains avaient pourtant été préparés par l'armée israélienne elle-même, qui ne cache pas son but, contrôler la distribution de l'aide humanitaire et la concentrer dans le sud de l'enclave, comme le montrent les emplacements choisis. Pour autant, le Premier ministre israélien reconnaît lui-même une perte de contrôle. C'était un premier essai. Nous allons en faire beaucoup aujourd'hui. Il y a eu une perte de contrôle momentanée. Heureusement, nous avons repris le contrôle. Nous allons en faire beaucoup plus. Et l'idée est de faire en sorte que le pillage humanitaire ne soit plus un outil de guerre pour le Hamas. Une méthode dénoncée par des organisations pour qui l'aide humanitaire doit être délivrée par des acteurs neutres.
Un organisme américain a bien été désigné pour la distribution, mais il est soupçonné de connivence avec la stratégie militaire israélienne. Forcer une population à faire 25 km pour aller chercher un colis alimentaire sous des bombes, c'est ça les conditions humanitaires qu'on veut avoir dans Gaza? Ce matin, des camions d'aide humanitaire étaient filmés au poste frontière de Kerem Shalom, dans le sud de l'enclave. D'autres distributions sont prévues aujourd'hui. Alexandre Châtillon, je commence par vous. Vous qui connaissez bien Gaza, vous avez une équipe sur place. D'abord, est-ce que vous avez des informations sur cette organisation, le GHF? Au début de la journée, enfin à la mi-journée, ils ont dit qu'ils avaient suspendu justement les camions. Ensuite, ils ont dit qu'ils les ont repris. On apprend en fait par notre correspondant à Gaza qu'il y a une dizaine, une vingtaine, voire une cinquantaine de camions au maximum qui sont rentrés dans l'enclave aujourd'hui, alors qu'ils ont besoin au moins de 600 camions par jour. Quelles sont vos infos? Alors, moi, ce que je sais, c'est que la Fondation avait suspendu sa distribution de nourriture aujourd'hui. Je n'ai pas d'informations selon lesquelles elle aurait reprise aujourd'hui. Ils doivent reprendre demain. J'étais en contact avec leur directeur des opérations à GHF il y a encore quelques jours. J'étais curieux de savoir ce qu'ils faisaient. Est-ce que les informations qui étaient relayées dans la presse étaient correctes? Alors, ce qui est sûr, c'est que ce sont des Américains. Les gens que j'ai eus sont des professionnels de l'humanitaire. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, quand on est un professionnel de l'humanitaire, comment on peut souscrire à ce qui a été fait, c'est-à-dire distribuer des biens de première nécessité. Pour que les auditeurs comprennent, les gens à Gaza meurent de faim, les enfants meurent de faim. On parle de 71 000 enfants qui sont en situation d'immense famine. Et donc, comment, quand on est un professionnel de l'humanitaire, on peut déployer seulement dans 3 points à manger pour une population entière? C'était évident qu'il allait se passer ce qui s'est passé. Rire et répondre par la violence, par une société de sécurité privée, par des armes, me semble vraiment loin d'être une bonne pratique, bien au contraire. On parle de 3 morts, j'ai pas d'informations là-dessus. En tout état de cause, c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est passer par des acteurs neutres. Et si GHF veut faire son travail correctement, il faut qu'ils adoptent une autre façon de travailler. Adel Bakawan, pour revenir justement sur cette organisation, elle s'appuie sur des sous-traitants basés aux États-Unis, dont d'ailleurs une des sociétés serait dirigée par un ancien chef de la branche paramilitaire de la CIA. C'est ça, c'est vraiment les informations qu'on a des sociétés comme UG Solutions, qui est dirigée donc par un ancien soldat des forces spéciales américaines, également Safe Reach Solutions, une autre société. Qu'est-ce que sont ces sociétés? Écoutez, tout ce qu'on sait, c'est une fondation déjà qui n'a pas une historicité. Elle a été créée au début de l'année, avril-mars, mise en place avec un accord américano-israélien dans une perspective tout à fait claire. Moi, je pense que Benjamin Netanyahu est tout à fait cohérent avec ce qu'il est en train de faire. C'est qu'il est dans une relation antagoniste avec les Nations Unies, donc il refuse catégoriquement que l'aide alimentaire soit livrée par les Nations Unies. Et dans cette stratégie-là, il faut trouver une alternative qui participe relativement à l'amélioration de son image. L'objectif final, bien évidemment, il sait très très bien, il est parfaitement conscient que cet organisme, cette organisation, cette fondation n'est pas en mesure de livrer correctement l'aide alimentaire. Mais la stratégie, et je m'arrête là, c'est préparer les conditions objectives pour que la population parte de la bande de Gaza. Rina Bassis, le chef de l'opposition d'ailleurs, Yair Lapid, lui, il accuse aujourd'hui le gouvernement de financer secrètement l'aide humanitaire par l'intermédiaire donc de 2 sociétés écrans. Donc lui parle de l'utilisation de sociétés écrans. C'est une information démentie par le cabinet de Netanyahou. Bon, lui, il parle à la société israélienne. Parce que si la société israélienne finance ça, il faut dire ça aux gens. Donc c'est ça, je pense, l'essence de ce que Yair Lapid a dit. Mais moi, je pense, on est bien sûr dans une situation très compliquée. La situation humanitaire à Gaza est terrible. Mais j'ai mal à comprendre quand même les réactions d'abord de l'ONU et aussi de certaines ONG, parce que on sait que M. Netanyahou, ça c'était bien dit tout à l'heure, il ne sera pas d'accord que ce sera des agents de l'ONU qui vont distribuer l'aide. Et lui, c'est ce que lui, il prétend. Il dit que tout ce qui était fait tout à l'heure, et avant, pardonnez-moi, on a vu qu'une grosse partie de l'aide alimentaire est arrivée dans les mains des Hamas. C'était contrôlé par les mains des Hamas. Il y avait des pillages. Donc, selon lui, c'est ce qu'il explique. Il dit qu'il faut trouver une autre façon.
Maintenant, ce qui est un peu difficile à comprendre, c'est qu'il y a quand même une société, ce n'est pas parfait. On préfère tous que ce soit des ONG qui étaient sur place depuis des années, qui ont de l'expérience, qui connaissent faire des humanitaires chevronnés. On préfère tous. Mais dans la réalité politique, on a une situation où M. Netanyahou accepte seulement ce que l'administration Trump impose. Et pour l'instant, c'est le choix qui a été fait par l'administration américaine. Pour moi, dans une situation pareille, il faudra que tout le monde se rallie, toutes les organisations demandent, vous êtes là, vous êtes chargés par les Américains, on comprend ça, comment on peut vous aider, comment on peut travailler avec vous. Jadilal, votre réaction, est-ce que la population de Gaza serait contrainte de se déplacer vers le sud pour obtenir cette aide humanitaire? Est-ce que vous créez un chaos encore plus grand? Indéniablement, parce que en fait, c'est vrai que après, peut-être la nuance, c'est que pour moi, il y a une politique de communication qui est engagée par Netanyahou depuis très longtemps pour justifier un état d'occupation et ce qu'on appelle maintenant toujours une guerre, tristement, alors que je ne sais pas si le terme est tout à fait adéquat. Pour moi, ça n'est pas quelque chose de nouveau, disons, dans la stratégie israélienne, de faire passer, en fait, des actions anti-palestiniennes derrière une volonté d'être aux manettes, de savoir en toute transparence ce qui est en train de se produire. C'est, à mon sens, c'est une démarche qui est toujours aussi cynique et toujours aussi convenue. Voilà. Il n'y a rien de nouveau dans le fait que Israël et les États-Unis souhaitent piloter tout ce qui relève de l'humanitaire dans cette situation entre Israël et la Palestine, effectivement. Ofer Bronstein, votre réaction, donc on voit que les ONG, et d'ailleurs c'était bien confirmé par Alexandre Chatillon, qu'elles craignent que ces opérations, enfin hier c'était le chaos, ça va, a priori, il y a peu de chances que ça soit moins chaotique, ou on peut l'espérer que ça soit moins chaotique, mais ce ne sont pas ces organisations américaines, ces sociétés américaines ne sont pas des ONG, elles ne sont pas faites pour distribuer l'aide humanitaire dans une enclave comme Gaza. Permettez-moi d'abord d'exprimer mon désarroi, ma tristesse que je vois, et ce qu'on voit à Gaza depuis déjà trop longtemps est absolument insupportable. C'est honteux de voir ces centaines de milliers de personnes dans un besoin immédiat de médicaments, immédiat de nourriture, les faire courir d'un endroit à l'autre depuis déjà des mois, c'est absolument inhumain. Et j'en suis vraiment très touché. Et hier, je parlais à un ex-général de l'unité contre le terrorisme israélien, et il me disait que la stratégie de Netanyahou, je ne suis pas sûr que les Américains sont au courant, ou sont conscients, ou sont d'une mèche avec lui, mais comme vous l'avez vu, les points de distribution de cette aide humanitaire se concentrent dans le sud. Donc on fait encore une fois, on demande à la population du centre du Gaza, parce qu'au nord, il n'y a presque plus rien, et tout a été détruit, mais du centre de Gaza City, à descendre dans la frontière avec l'Égypte, pour pouvoir bénéficier de cette aide alimentaire. Pourquoi les faire descendre là-bas uniquement avec 4 points de distribution, alors qu'il en faudrait au moins 40, 60, 70 points, un peu partout dans le sud et dans le centre de Gaza? La question se pose. Et la réponse que lui m'a donnée, encore une fois, c'est un général israélien, un général à la retraite israélien, patron de l'unité antiterroriste de l'armée, qui me dit, en fait, c'est une volonté d'expulsion, d'encouragement de la population gazaoui à quitter la bande de Gaza et à rentrer en Égypte ou à rentrer dans le Sinaï. Donc c'est une politique qui est cynique, sous forme d'aide alimentaire. On essaie d'encourager la population gazaoui à quitter, ce qui est contre les accords signés entre l'Égypte et Israël, ce qui est contre la volonté internationale, ce qui est contre la volonté des Gazaouis. Ils veulent manger, mais ils ne veulent pas partir. Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure Rina. Il y a assez d'organisations aujourd'hui, on peut les critiquer. On peut parler de l'efficacité des organisations onusiennes, mais on pourra faire les comptes après. Pour l'instant, il y a une situation d'urgence. Il faut que tout le monde, s'allie pour distribuer de la façon la plus efficace à la fois les besoins médicaux et à la fois les besoins nutritionnels des 2 millions de Gazaouis. Ce n'est pas avec 60 camions par jour qu'on pourra les nourrir.
Il faut faire entrer massivement, efficacement, le maximum de nourriture, le maximum d'aide médicale dans la bande de Gaza. Et ce ne sera pas le cas. Demain, on verra encore une fois le chaos, parce que 4 points de distribution que dans le sud de Gaza ne seront jamais satisfaisants, et ça sera obligatoirement le chaos. Je crains que ce soit une volonté politique de la part de M. Netanyahou, peut-être des Américains, à pousser les Ahwazis, les Gazaouis vers le sud. Et encore une fois, je crois que la communauté internationale doit s'élever, doit faire entendre sa voix. Elle ne peut pas laisser passer. Elle a une force. Elle doit être déterminée pour que cette tragédie humanitaire cesse le plus rapidement possible. Stéphanie, juste une phrase. Moi, je suis tout à fait d'accord. Il faut saisir cette occasion pour pouvoir aider les Palestiniens, les Gazaouis, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative. C'est très bien, mais cela ne doit absolument pas nous empêcher de comprendre que Benjamin Netanyahou est en train d'instrumentaliser son mécanisme pour mettre en place sa vraie stratégie, son plan. Autrement dit, on utilise l'aide alimentaire via cette organisation pour amener la population gazaoui de Gaza, du nord, du centre, vers le sud, pour petit à petit les pousser vers Sinaï, vers l'Égypte. Autrement dit, vraiment, on est dans l'instrumentalisation de cette organisation. Et comment faire pour sortir de cette instrumentalisation? Est-ce que nous, la communauté internationale, nous avons les moyens pour empêcher que Benjamin Netanyahou n'instrumentalise pas cette organisation? Là, j'ai un grand doute. Alexandre Chétillon, surtout que les Américains le soutiennent. Il y a encore une déclaration de Steve Witkoff qui avertit le Conseil de sécurité de l'ONU que de toute façon les États-Unis vont réduire le financement des agences de l'ONU qui n'acceptent pas la proposition de cette fameuse fondation de la GHF. Donc à partir du moment où les Américains soutiennent ce dispositif, ça va être très compliqué pour le reste de la communauté internationale d'avoir vraiment un poids, de peser. Alors, oui et non, il y a deux choses. La première, dans la politique américaine vis-à-vis des Nations Unies, c'est bien plus large que uniquement en Israël, puisque les coupes de l'aide publique au développement américaine, on l'a tous vu, depuis janvier, il n'y a plus d'aide publique au développement. Nous, on a perdu 10% de notre portefeuille d'activité sur des projets financés par les Américains. Et ça touche aussi les agences des Nations Unies. Toutes les agences des Nations Unies, quelles qu'elles soient, leur financement baisse grâce à cause du retrait américain. Donc ça, c'est un fait structurel de la politique étrangère américaine, de moins donner au système multilatéral. Bon. Et donc là, de plus contrôler, du coup. Et donc conséquemment, sur Gaza, c'est pas par dogmatisme, et Dieu sait qu'on est dans un secteur, les ONG, les Nations Unies, je connais bien les deux, j'ai travaillé dans les deux, où on est des gens dogmatiques, on a des grands principes. Moi, je souhaite que cette organisation réussisse. Il faut que l'aide, que l'argent qui a été donné à cette fondation réussisse. Et c'est dans ce sens-là que je les ai contactés. Je leur ai même fait une proposition de projet pour aider les petites et moyennes entreprises qui sont encore en existence dans la bande de Gaza à repartir pour reproduire. Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Et parce qu'on n'a pas le choix. On travaille avec eux ou on ne fait rien. Voilà, donc, parce qu'il n'y a plus d'argent dans le système de financement, y compris à Gaza, où malgré toutes les images, il n'y a plus d'argent. Donc moi, je ne veux pas être dogmatique. Je veux donner la chance à GHF de nous financer. Financez-nous, donnez-nous les moyens de produire sur place, d'aider sur place. Et qu'est-ce que vous ont répondu? Pour l'instant, ils sont en instruction. Ils me disent être en contact avec plusieurs organisations différentes, y compris CARE, y compris le World Food Programme. Je ne sais pas si c'est vrai. Moi, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas être dogmatique. Il faut aussi, si possible, travailler avec eux s'ils respectent les droits, le principe du droit international humanitaire. Je leur donne une chance, qui finance aussi d'autres acteurs pour aider partout. Je finis sur un dernier point très pratique. La bande de Gaza, c'est pas très grand. Moi, j'y suis allé, du centre vers Gaza City, au nord, c'est 12 km, 9 km. Mais il n'y a plus d'essence dans la bande de Gaza depuis 2 ans. Les gens n'ont pas été autorisés à se déplacer avec leur voiture. Donc comment on pense que les gens qui sont situés dans le nord vont aller chercher l'aide alimentaire dans le sud? Ce n'est plus possible. 1 litre d'essence, c'est plus de $60. Moi, quand je fais mes pleins d'essence pour mes voitures, c'est $1000 le plein. Donc c'est illusoire de penser que les gens du Nord, les gens de Gaza City, qui sont tous repartis après le cessez-le-feu, le dernier cessez-le-feu, vont aller dans le Sud chercher à manger. Donc si ce n'est pas une instrumentalisation pour faire descendre les Gazaouis dans le Sud, pour les parquer dans le Sud en espérant qu'ils s'en aillent vers le Sinaï, mais je ne vois pas ce que c'est. Jadilal, il faudrait 600 camions par jour, c'est ça, pour minimum. pouvoir subvenir aux besoins des Gazaouis. Votre réaction sur ce qui vient d'être dit? C'est très intéressant parce que, en fait, sur le long cours, il y a eu effectivement une succession
d'opposition entre les positions israéliennes et les positions humanitaires. C'est vrai que l'État d'Israël et le gouvernement d'Israël n'en est pas à sa première... son premier écart par rapport à des résolutions et par rapport à des condamnations des Nations Unies. Il y en a eu beaucoup. Donc là, je trouve que quelque chose, ça n'est pas spécialement nouveau, c'est pas spécialement surprenant qu'un gouvernement comme celui-là s'oppose en fait à un mouvement humanitaire international. Ce qui est intéressant aussi, pour venir d'une famille qui travaille aux Nations Unies, c'est aussi que sur le temps long aussi, l'aspect financier, en fait, la répartition financière des budgets dans les organisations internationales pose question. Ça aussi, c'est aussi un aveu d'échec des Nations Unies d'en arriver à une situation où, par exemple, comme le HCR ou comme le Haut Commissariat pour les réfugiés ou d'autres organisations, le budget n'est pas établi de manière complètement équitable en fonction des pays. Le fait que, en fait, autant d'argent soit investi par les États-Unis dans des budgets d'organisations des Nations Unies joue nécessairement sur l'impartialité et la possibilité pour que ces organisations puissent agir de manière impartiale et sans interférence politique. Et là, il y a de moins en moins de financement, ce que vous disiez. Donc, il y a plus de financement. Il faut trouver d'autres types de solutions. Alors, est-ce que ça en est une ou pas? Vous disiez, Rina Bassiste, que c'était mieux que rien. Mais enfin, quand on parle d'instrumentalisation, on n'est plus dans l'humanitaire. En fait, la problématique, c'est quid du droit humanitaire, quid de la sélection des gens, quid de l'accès. C'est ça aussi les problèmes qui se posent. Je vais dire deux choses. D'abord, un petit remarque peut-être par rapport à ce budget des agences onisiennes. Ce n'est pas un secret, la politique de M. Trump pour réduire tous les budgets des organisations internationales dont les États-Unis sont membres. Voilà, il a fait savoir ça dès le début de son mandat. Mais de l'autre côté, si on dit ça, il faut faire très attention. On ne peut pas dire aussi, mais vous ne partagez pas bien le budget qu'il y a, parce qu'on sait que les États-Unis sont les plus grands donateurs des Nations Unies de façon qui n'est absolument pas proportionnée par rapport aux autres pays. Donc, il faut faire très attention. Si on entre dans cette logique, les Américains vont dire, mais écoutez, nous, on va donner comme de façon proportionnelle à tous les autres. Vous allez voir qu'est-ce qu'il y aura dans les coffres après ça. Donc, ça, je ferai très attention. Maintenant, il y a aussi cette question qui a été évoquée ici, justement sur les poussées de la population vers le sud. Moi, je pense, d'abord, pour moi, c'est un projet américain soutenu par Israël, pas l'inverse. Les Américains, ils ont imposé ça sur M. Netanyahou. Je pense que ce sont les Américains qui l'imposent à Netanyahou. C'est mon avis, c'est mon analyse. Après, moi, je pense que, certes, il y a des voix des extrêmes droites dans le gouvernement de Netanyahou qui appellent à ça, d'expulser les Gazavites. Mais je pense que M. Netanyahou, n'importe quelle politique il soutient, il sait très bien que ce sera impossible de faire sortir les Gazavites vers l'Égypte. L'Égypte ne va jamais accepter ça. Ils ont dit ça 1000 fois. C'est la plus grande à la fin. Même s'il y a des énormes différences parfois, à la fin, c'est le partenaire stratégique le plus important d'Israël, même peut-être plus que les États-Unis. Je pense que ça ne sera pas plausible, ça ne va pas se faire. Les Égyptiens ne vont jamais accepter ça. Un mot là-dessus, Ofer Bronstein, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Rina Bassiste? Et je suis d'accord avec ce que dit Rina, mais je voudrais revenir à la source du problème. Le problème, ce n'est pas la crise humanitaire. Le problème, c'est l'arrêt de la guerre. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui exiger de la façon la plus ferme, et j'espère que Witkoff arrive à un résultat positif dans les prochaines heures, c'est l'arrêt des combats, c'est l'arrêt de cette guerre, c'est la libération du maximum de blocage pour justement alléger sur la crise humanitaire qui en est le résultat. Quant à la crise humanitaire, moi j'ai proposé au président, je ne sais pas s'il va l'accepter, je ne sais pas si c'est possible, de créer une force de casques verts ou de casques rouges formés par des armées européennes et peut-être internationales. Les Émiratis sont prêts à prendre part, les Marocains sont prêts à prendre part, et avec des organisations humanitaires sur place, avec cette nouvelle fondation aussi, pourquoi pas, pour que l'aide soit massive et très rapide pour permettre à répondre aux besoins urgents de la population. Il faut vraiment dépolitiser ce problème. Il ne faut pas que ce soit une stratégie
de repoussoir de la population palestinienne vers l'Égypte, ça ne sera pas, Rina a totalement raison, ça ne sera pas accepté par les Égyptiens. Ça risque de créer une fracture très importante entre Israël et les Égyptiens, sauf si le président américain a promis quelque chose aux Égyptiens dont je ne suis pas au courant. Mais l'objectif principal aujourd'hui, c'est d'arrêter la guerre et de reprendre le chemin de la décence. Ce qui se passe est inhumain. Et moi, encore une fois, je sais que vous allez en parler dans une seconde, je suis ravi de voir des forces vives à l'intérieur de la société israélienne et palestinienne qui sont en train de reprendre le flambeau et d'appeler à l'arrêt de la guerre, d'appeler à la libération des otages, d'appeler à un retour, encore une fois, à un minimum de décence et de dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Il n'y a pas d'autre voie. Mais au niveau de l'aide humanitaire, permettez-moi de dire quelque chose. Je parlais avec un ami palestinien de Gaza aujourd'hui, qui est membre de l'OLP, de Fatah, pas de Hamas. Il me dit, nous, avec les Émiratis, on a à peu près 2000 personnes sur place qui sont capables de fournir et de distribuer cette aide humanitaire. Monsieur Netanyahu ne veut pas que le Hamas mette la main dessus, très bien. Mais il y a aujourd'hui des partenaires, comme les Émiratis, comme les forces de l'OLP et du Fatah, qui sont sur place et qui sont prêts à prendre la relève. Il faut eux aussi les encourager et s'en servir pour qu'elles soient distribuées le mieux possible. Alexandre Châtillon. Vraiment. Châtillon, pardon, excusez-moi. Peu importe, je prends tout. Vous vouliez réagir sur ce que vient de dire Ofer Bronstein, justement, sur cette proposition sur l'aide humanitaire. Moi, je suis assez sceptique quant au rôle des pays du Golfe sur la crise palestinienne. J'ai passé beaucoup de temps au Qatar en train d'essayer de lever des financements. Bien que les Émiratis aient créé une agence de coopération et de développement avec des financements, on voit absolument aucun argent poindre, aucune organisation, avec peu de considération pour la question palestinienne. Donc si d'un point de vue politique, et je ne veux pas contredire mon ami Ofer, mais si d'un point de vue politique, il y a un intérêt de la part des pays du Golfe, je pense que d'un point de vue opérationnel, on est assez loin. Est-ce que je voudrais juste revenir pour abonder dans ce qui a été dit sur l'Égypte? Je pense que peu de gens savent, en tout cas peu de gens qui ne sont pas spécialistes de la question savent. Ce que moi j'ai découvert en étant à Rafah en mars dernier, c'est qu'il y a un mur physique entre la bande de Gaza et l'Égypte. Et ce qui est horrible, c'est quand on est à Rafah, sur sa maison. Alors maintenant, il n'y a plus de maison à Rafah, c'est rasé. Mais quand on est à Rafah, sur sa maison, la frontière égyptienne est à 100 mètres, 150 mètres. Et donc on est plongé dans l'horreur de la guerre côté Gaza, avec une nuit écrasante, puisqu'il n'y a plus de lumière, à part les lumières des ambulances. Et derrière, un mur qui fait une trentaine de mètres de haut, avec des spots qui éclairent pour éviter que les Gazaouis n'entrent en Égypte. Et moi, je voudrais savoir ce qui retient l'Égypte d'accueillir une partie de la population qui serait volontaire pour partir. Maintenant, le mur est géré par les Israéliens, mais qu'est-ce qui empêchait l'Égypte de faire preuve d'humanité, d'accueillir et de faire sortir les gens qui mourraient sous les bombes israéliennes à ce moment-là? La question de sécurité, parce que l'Égypte est plutôt préoccupée par sa sécurité nationale que par le nationalisme arabe ou pas nationalisme arabe. L'Égypte n'a absolument rien à faire par rapport à la population de Gaza elle ne souffre pas. Évidemment. Ce qui est important, c'est que comment cette souffrance impacte les territoires nationaux de l'Égypte, numéro 1. Numéro 2, par rapport à tout ce qu'on a abordé, s'il y a une solution à l'aide alimentaire, cette organisation, cette fondation, aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution. S'il y a une solution, là, maintenant, tout de suite, depuis 1 heure, on a une solution. La solution, c'est que le Hamas a été obligé d'accepter un accord avec l'envoyé spécial américain, avec Witkoff. Alors justement, vous avez des infos, vous, sur cet accord, parce qu'on apprend dans les dépêches que Witkoff, effectivement, est en discussion. Est-ce qu'il y a un accord? Moi, j'ai lu le texte en arabe. J'ai lu le texte en arabe avec des détails. Hein. Pendant les 60 jours, des otages seront libérés, 5 la première semaine, les autres la dernière semaine pendant les 5. Et après, il y aura des libérations des prisonniers palestiniens. Il y aura l'arrêt de la guerre, la cessation de... Ça c'est le texte. Est-ce qu'il a été approuvé? Ce qui est le plus important, c'est que Donald Trump se porte garant de l'application de cet accord-là. Ça, c'est la solution. La solution, c'est que les Israéliens et les Palestiniens, les Gazaouis, se parlent encore une fois. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le monsieur. C'est ça. Maintenant, là, ce soir, c'est-à-dire ce soir, on peut mettre fin à cette guerre-là. La communauté internationale, d'une manière générale, les États-Unis, d'une manière particulière et d'une manière très particulière, le président Trump a une grande responsabilité. Lui qui n'est pas dogmatique, qui est pragmatique, il peut mettre la pression sur ce gouvernement porté par des vocations idéologiques. Je suis tout à fait d'accord avec Rina que peut-être une partie du gouvernement n'accepte pas, n'est pas tout à fait d'accord pour
exporter ou importer ou déporter les Palestiniens. Mais quand même, c'est la ligne adoptée aujourd'hui par le gouvernement. C'est le récit, c'est la narration proposée régulièrement par le gouvernement. Il y a un mur, bien sûr, il y a un mur. Mais lorsqu'on est porté, on est importé, on est déterminé par des impératifs idéologiques, on ne prend pas en compte l'existence d'un mur ou pas. C'est pourquoi moi je finis avec cette phrase-là. Aujourd'hui, Donald Trump est le seul qui peut imposer là, ce soir, maintenant, cet accord à Israël et au gouvernement. Et donc on attend confirmation d'un accord qui aurait peut-être signé, pas signé. Enfin, en tout cas, Steve Witkoff, lui, dit qu'il le sent bien, pour reprendre la traduction en anglais, il le sent bien, cet accord peut-être donc d'un cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas. Avant cela, il faut voir qu'en Israël, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dénoncer même des crimes de guerre. Certains parlent même de crimes contre l'humanité à Gaza. Une partie donc de la société israélienne s'indigne de ces images. On va faire un point en images avec Étienne Papono. Une chaîne humaine pour réclamer la libération des 58 otages encore retenus à Gaza après 600 jours de détention. En ce jour anniversaire, les familles et proches des otages réclament la fin de la guerre et ciblent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il fait tout pour se maintenir au pouvoir, insiste pour raviver continuellement la guerre à Gaza et continue de mettre en danger la vie des soldats et d'une population entière de civils innocents. Les Gazaouis sont aussi des victimes. Ils sont des otages du Hamas. Ils sont des otages du prolongement de cette triste guerre. Après le choc des attaques du Hamas le 7 octobre 2023, les conséquences désastreuses pour les civils gazaouis de la campagne de représailles israélienne ont longtemps été invisibles ou peu audibles en Israël. Aujourd'hui, de plus en plus de voix s'élèvent dans le pays pour dénoncer le prolongement de la guerre. Ce mardi, dans le quotidien Haaretz, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert accusait le gouvernement israélien de commettre des crimes de guerre. La semaine dernière, ces manifestants sont venus à la frontière entre Israël et la bande de Gaza pour clamer leur opposition à la guerre et soutenir les Gazaouis. Le peuple juif en Israël se tient aux côtés des Palestiniens. Du côté des pro-guerres, des figures d'extrême droite, comme les ministres suprémacistes Itamar Ben-Gvir ou encore Bezalel Smotrich, ne craignent pas d'afficher leurs objectifs. Gaza sera complètement détruit parce que c'est une infrastructure terroriste en surface et en sous-sol. Cela changera la réalité d'Israël pour les décennies à venir. Selon une enquête réalisée par la chaîne israélienne 13 et diffusée le 20 mai, 40% des Israéliens s'opposent à l'expansion des opérations militaires et 44% y sont favorables. Rina Bassis, donc on voit bien cette division, en tout cas le sujet le montre bien. Elie Barnaville, ancien ambassadeur d'Israël en France, est présent à une manifestation hier à Paris. Lui, il dénonce une folie. Si on n'arrête pas cette folie, on risque de perdre. Israël aura un visage tel que les gens comme moi ne pourront plus y vivre. Il n'est pas le seul, on a l'impression. Est-ce qu'il y a un basculement aujourd'hui dans la société israélienne ? Je ne suis pas sûre qu'on peut parler d'un basculement parce qu'il y avait des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui manifestent depuis le 8 octobre presque. Et donc cette déchirure dans la société israélienne entre la politique de M. Netanyahou de continuer la guerre pour faire pression sur le Hamas pour accepter un accord et l'autre partie des Israéliens qui ne croient pas, qui militent pour un cessez-le-feu et pour un accord qui va ramener tous les otages et pas avec cet compromis peut-être de M. Witkoff, 5 d'abord, 5 après, mais ramener tous les 58 otages à la maison. Ces images en direct, hein. Tous les 58 otages à la maison, ces déchirures, ça fait 19 mois maintenant qu'on la vit quotidiennement. Vous n'avez pas l'impression qu'on les entend plus, tout de même, ceux qui s'opposent aujourd'hui à Netanyahou en Israël, également au sein de la communauté juive en France? La situation est différente parce que depuis mars, on est dans une situation où on n'était pas avant. Et avant, au moment où il y avait des négociations pour un cessez-le-feu et la libération des otages, il y avait un certain arrêt des hostilités. Ils ont plus ou moins baissé les armes, même si ce n'était pas toujours dit de façon explicite. Mais là, depuis mars, M. Netanyahou a dit très clairement que si et quand Israël négocie, ça sera sous les feux. Donc, effectivement, qu'on est dans une autre situation, les réactions aussi semblent différentes, mais je crois que cette déchirure, elle n'est pas nouvelle.
Votre réaction, Jadilal? Je pense que c'est un sujet très très délicat parce qu'il mêle à la fois ce que nous on reçoit comme information en France d'Israël, et c'est pas tout. C'est-à-dire que c'est difficile aussi de savoir exactement qu'est-ce qui est communiqué par qui. Ces statistiques, en fait, elles sortent d'où? Sur quelle base elles sont fondées? Est-ce qu'il y a un échantillon qui est représentatif? Est-ce que c'était des questions ouvertes ou des questions fermées? Bon, il faut quand même avoir en tête que, alors, il y a une communication de l'État d'Israël qui est quand même très difficile avec les journalistes de façon générale. 2, c'est aussi très très compliqué de savoir si c'est des manifestations pour au regard des otages, ou alors si c'est des manifestations qui visent à établir une solidarité envers les Palestiniens, ce qui n'est pas du tout la même chose. Du côté palestinien, c'est pas du tout le même élan de solidarité pour moi. Et 3, moi, là, je suis en train, par exemple, d'écrire l'histoire de ma grand-mère qui a vécu en Palestine et qui a fui pendant la Nakba. Elle a vécu au Liban pendant Sabra et Shatila. Sabra et Shatila, après ce qui s'est produit dans les camps, la Knesset en Israël avait réussi à mobiliser 400 000 personnes dans la rue. Ces chiffres-là ne sont pas présents là. Donc, moi, je ne dis pas qu'il n'existe pas, je ne pense pas du tout qu'il n'existe pas, je dis juste qu'il faut avoir beaucoup de prudence quand on établit des diagnostics sur une société civile. Voilà. C'est compliqué, en fait, de savoir en réalité s'il y a une fracture ou pas. Ofer Bronstein, sur cette fracture au sein de la société israélienne. Il y a une fracture très claire dans la société israélienne. Elle prend des ampleurs très intéressantes. Ce n'est pas uniquement les familles des otages, qui quand même jouent un rôle très important, qui disent on veut retrouver nos chers et on sait que la fin de la guerre nous le permettra. On entend de plus en plus de voix, alors que pendant très longtemps il n'y avait pas d'empathie des uns envers les autres. On entend de plus en plus de voix israéliennes qui ont de l'empathie envers la souffrance palestinienne. Et je vois les signataires d'appel à l'arrêt de la guerre. Ce n'est pas des pisniques, ce n'est pas des extrémistes, ce n'est pas des hippies avec des fleurs. C'est les ex-chefs d'état-major de l'armée israélienne, les ex-patrons du Mossad et du Shin Bet, des ex-ministres de la Défense. C'est le leadership israélien, c'est des médecins, c'est des journalistes, c'est des artistes. Ce sont des centaines de milliers d'Israéliens qui signent des pétitions, qui descendent dans les rues et qui expriment leur volonté de voir cette guerre s'arrêter, bien entendu de voir les otages revenir, parce qu'ils sont persuadés, et ils ont raison, que la seule façon de faire revenir les otages, c'est d'arrêter la guerre. Ceux qui pensent ou qui croient en ce que dit M. Netanyahu, que continuer la guerre libérera les otages, fait une erreur. Les otages eux-mêmes qui ont été libérés témoignent du fait que chaque fois qu'il y avait des bombardements, ils étaient en danger. Et comme on le sait, certains ont même péri certainement sous les bombes israéliennes. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Netanyahu dit qu'il ira jusqu'à la victoire et détruire complètement le Hamas, c'est exactement le contraire qui se produit. Avec ce genre d'opération, c'est des régiments entiers de Hamas qui sont en train de construire. Ces enfants qui sont amputés, ces frères, ces sœurs, ces mères qui ont perdu tout ce qui leur est cher. S'ils ne vont pas avoir une perspective d'avenir un peu meilleure, ça sera des militants du Hamas. Évidemment. Ça sera des gens qui vont haïr les Israéliens et qui vont vouloir se venger. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il veut réaliser, qu'il est en train de réaliser. Mais je reviens en fait, oui, il y a un bouleversement dans la société israélienne, et je vais vous dire les sondages. Les derniers sondages disent que la moitié des Israéliens, s'ils devaient voter demain, ne voteraient plus pour la coalition de M. Netanyahu. Les sondages disent que 75% des Israéliens, s'il y avait une normalisation avec les Saoudiens et avec des pays arabes et musulmans, ils accepteraient l'idée d'un État palestinien. Donc il y a un mouvement au niveau de l'opinion publique israélienne. Israël encore, malgré les doutes de mon ami de tout à l'heure, est encore un pays démocratique. Israël encore a une presse qui est libre. Et heureusement, on voit un ex-ambassadeur d'Israël à Paris, et je peux vous dire que presque tous les ex-ambassadeurs d'Israël en France émettent la même opinion, qui dit les choses de la façon la plus crude. Eli Barnavi parle de génocide. Par exemple, hier, effectivement, qui était même dans la rue Adel Bakawan. Il a parlé de génocide. Donc les gens ont le courage d'émettre leurs opinions, ils sont en train de se mobiliser, et malheureusement pour les Israéliens et les Palestiniens, ils sont pris en otage par la minorité de terroristes du Hamas pour les Palestiniens et pour la minorité des fous de Dieu, des fascisants
qui sont au gouvernement aujourd'hui. Mais ce sont deux minorités qui ont pris en otage la population israélienne, la population palestinienne. Il faut s'en débarrasser. Oui, je voulais dire, c'est très important de mettre la lumière sur cette fracture israélienne, cette fracture sociale et sociétale, mais c'est important aussi de mettre la lumière sur la fracture de la société palestinienne à Gaza. Là aussi, on a des mouvements de contestation contre le Hamas. Personnellement, je pense que le moment n'est jamais été aussi favorable pour désarmer le Hamas, pour que le Hamas quitte le pouvoir et que le Hamas a son système de disposition aujourd'hui est tellement devenu flexible pour qu'il accepte quitter le pouvoir. Mais moi, je peux aller même un peu plus loin, qu'on le désarme, comme on est en train de désarmer le Hezbollah, comme on est en train de désarmer le PKK. On est entré dans une nouvelle phase d'histoire au Moyen-Orient. C'est global, c'est universel. Le Hamas pourrait accepter son désarmement, pourrait même accepter quitter le pouvoir. Et maintenant, la responsabilité... Pourquoi est-ce qu'il accepterait Adel Bakawan? Parce qu'il est tellement fragilisé, il est tellement affaibli à la fois socialement, à la fois militairement, à la fois diplomatiquement. Le Hamas, aujourd'hui, est pris pour responsable de ce drame. Donc ça voudrait dire quoi? Une exfiltration du Hamas Avec un accord, oui. Avec un accord. Oui, avec un accord avec la Turquie, Israël, le Qatar, l'Égypte, les Américains. Cela est tout à fait possible. Mais maintenant, la communauté internationale doit assumer ses responsabilités. Jadilal. Moi, je vous redonne la parole dans un petit moment, Ofer Bronstein. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'approximations là. Honnêtement, je veux dire qu'on mette en équivalence le Hamas et le gouvernement israélien et qu'on les qualifie tous les deux de minorités à l'heure actuelle, c'est quand même compliqué à recevoir pour un Palestinien. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Il y a une force gouvernementale d'un côté, de l'autre, c'est un groupe. Là, le Hamas est réduit globalement en centre. De l'autre côté, il y a l'appui des États-Unis, qui est la plus grande puissance mondiale. Et j'aurais juste une petite chose à dire aussi, c'est que par rapport à cette question du Hamas, encore une fois, moi je rejoins ce que disait Ofer Bronstein, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, c'est très difficile de savoir qui fait partie du Hamas. Enfin, les gens ne sont pas encartés. Il y a aussi quelque chose de délicat. C'est ce qui produit en fait des pertes collatérales dans tous les sens aussi. C'est que on ne peut pas, parce que ce sont des gens qui sont assez cachés, et deux, parce que l'adhésion à chaque Palestinien qui est tué, il y a une adhésion supplémentaire qui se produit, qu'on le veuille ou non, envers le Hamas. Et c'est malheureux, mais pas forcément. Sûr. Il y a eu des mouvements de contestation à Gaza. Il y a eu des manifestations contre le Hamas, contre son pouvoir. Tout le monde n'adhère pas, effectivement, à cause de ça, mais c'est un risque qui est su par le risque est là, israélien. Mais ce n'est pas une réalité, c'est un risque, bien sûr. Merci, en tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur cette situation humanitaire à Gaza ce soir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, Jadilal. Merci Rina Bassiste. Merci à vous, Ofer Bronstein, Alexandre Chatillon et Adel Bakawan d'avoir participé à cette émission. Il y en aura d'autres. Je vous dis rendez-vous à demain. Vous la retrouvez, cette émission, sur les réseaux sociaux et également en podcast.